Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo du second chapitre, héritage, type et encapsulation. On va s'intéresser dans un premier temps à la poursuite de l'exploration des diagrammes UML qu'on va utiliser dans le cadre du cours. Et là, on va mettre le focus sur l'échange de messages entre objets via des diagrammes de séquence. Dans les épisodes précédents, on s'est intéressé majoritairement au côté statique des objets. Donc on avait les objets qui collaborent à l'exécution avec un diagramme d'objets, et puis la structure de notre application, donc les différentes classes et comment elles étaient structurées les unes par rapport aux autres. C'était uniquement statique et structurel, et on avait complètement négligé le comportement dynamique. On a simplement dit, eh bien, les objets, ils s'envoient des messages, et puis ça se fait dans le code. Mais d'un point de vue conception, on voit que c'est quand même assez critique, parce que c'est la définition même d'une application objet, c'est que les objets s'envoient des messages. Donc si on ne peut pas concevoir comment les messages sont envoyés, on risque d'être rendu dans des situations où on ne va pas pouvoir vraiment exprimer les points difficiles de la conception. Par exemple, quel message, dans quel ordre, quel objet parle à quel autre, et ce genre de questions qu'on peut se poser quand on conçoit une application. J'ai gardé l'exemple du domicile intelligent qu'on a vu dans le chapitre précédent, et on a toujours donc notre smart home, et puis on veut allumer la télévision, basculer en mode Netflix Dolby 5.1, et puis changer la luminosité. Bon, ce qu'on voit, c'est que le diagramme de classe, il nous permet de dire qu'une smart home est reliée à un home cinéma et puis à une smart light, mais pas beaucoup plus que ça. On peut voir un home cinéma est relié à un sound mode et à un channel, mais c'est tout. On n'a pas plus d'informations sur comment tous ces messages-là sont orchestrés les uns par rapport aux autres. Pour représenter cette orchestration, donc comment les messages sont envoyés entre les objets, on va utiliser ce qui s'appelle un diagramme de séquence. Notre diagramme de séquence, ici, il s'intéresse aux trois objets principaux, donc la Smart Home qui est là, le Home Cinema et puis la Smart Light. Et on va aussi avoir l'objet Main qui est l'objet qui agence les autres. Donc quand cet objet il reçoit le message Netflix and Chill, il va devenir actif, c'est pour ça que là il est avec une barre un peu grasse, et il va envoyer des messages aux autres objets pour collaborer. Donc il va commencer par exemple par envoyer un message Find TV, c'est cette ligne de code là, à l'objet Smart Home pour récupérer un objet Home Cinema. Donc on a bien un message qui part à destination de Smart Home. La flèche représente qui reçoit le message. Donc là, ça veut dire que c'est l'objet S qui reçoit le message Find TV. Ce message, en fait, il déclenche un comportement qui est privé, qui est caché à l'intérieur de la boîte noire qu'est l'objet. Et donc on ne le voit pas de l'extérieur, mais nous on le représente ici, et on a eu un appel sur Look for Device, qui est une méthode interne, sûrement privée d'ailleurs, ça on ne peut pas le savoir, mais on imagine qu'elle est privée. Et puis cette méthode va récupérer le Home Cinema et on va nous le renvoyer au fur et à mesure. On va ensuite faire pareil pour Find Light. Et puis maintenant qu'on a nos deux objets, on va pouvoir basculer sur la configuration de notre télévision et de notre ambiance lumineuse pour faire tout ce qu'on devait faire, donc basculer sur Netflix, Dolby 5.1 et puis baisser la luminosité. Quelque chose qui est important, c'est que les diagrammes d'objets les diagrammes de séquence, vont nous permettre de faire la différence entre la réutilisation d'un objet qui existe déjà et sa création. Dans le diagramme précédent, tous les objets n'étaient pas créés au même moment dans la ligne de vie, et c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que l'objet main, il existe déjà, et puis il reçoit cette invocation de méthode, donc ce message Netflix and Chill. On lui a passé en paramètre S. Ça veut dire que S existe déjà aussi. Donc c'est pour ça que l'objet S, il est au même niveau dans la timeline, il existe depuis le début. Dans notre représentation actuelle, dans notre conception, quand on invoque la méthode findTV, on l'invoque sur S qu'on réutilise, puis S il appelle sur lui-même look for device, donc pareil, il se réutilise lui-même. Par contre, ce qu'on va représenter à l'aide du diagramme de séquence, c'est que dans le cas orange, eh bien en fait, l'objet Home Cinema, l'objet HC, il est créé à ce moment-là. Donc il n'existait pas avant que le Smart Home crée cette instance de Home Cinema et le renvoie par la suite. Donc c'est pour ça qu'on va décaler la ligne de vie pour qu'elle apparaisse plus basse et qu'on ait vraiment la notion de j'envoie un message de création, qui est cette flèche là, sur le Home Cinema. Et en fait, l'envoi du message de création, c'est quoi? C'est l'appel au constructeur, si on se ramène à du code. Il faut que vous fassiez attention quand vous modélisez à ce que vos modèles de conception soient au bon niveau de granularité.
Un diagramme de séquence n'est pas un langage de programmation, enfin, en fait, si, dans les faits ça l'est, mais c'est pas l'objet de ce cours. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de représenter dans les diagrammes de séquence les points clés, les points importants. Parce que si vous représentez toutes les invocations d'objets, toutes les invocations de méthodes, donc tous les appels euh, à des méthodes sur les objets, tous les envois de messages, ben, on va se retrouver comme avec le diagramme de classe, avec des diagrammes qui sont beaucoup trop compliqués et qui sont complètement illisibles. Puis en plus, c'est vraiment galère à faire. Donc ça n'a que très très peu d'intérêt de faire ça. On va de fait, essayez plutôt de privilégier des diagrammes de séquence qui vont être ciblés sur ce qui est vraiment critique pour notre logiciel. Quand est-ce qu'on crée les objets? Et qui crée quel objet? Ça, c'est une question difficile, et donc le diagramme de séquence va nous permettre de bien mettre ça en avant. Comment on fait pour coordonner les objets? Et quels sont les points critiques où on a vraiment besoin de savoir qui envoie les messages à quels autres objets pour réaliser toute la logique d'affaires? Ou on peut aussi mettre en avant des choses qui sont difficiles à voir dans un diagramme de classe. Le diagramme de classe étant uniquement statique, eh bien, on ne peut pas savoir concrètement ce qui se passe à l'exécution, et le diagramme de séquence va nous permettre de dire, ok, bah, pour cette partie-là du problème et du produit, telle méthode est appelée, puis telle autre, puis telle autre. Donc gardez bien en tête, et puis ça c'est valable quels que soient les diagrammes de conception que vous allez définir, que vos diagrammes ils doivent servir une intention, ils doivent avoir un but. Vous représentez un modèle, pas juste pour faire plaisir à un prof, mais pour dire, ok, là j'ai fait un choix de conception et c'est ce choix que je veux montrer et je vais utiliser un diagramme pour montrer ce choix. On va pouvoir faire des choses un tout petit peu plus compliquées que ce que je vous ai montré sur l'exemple du domicile intelligent. Typiquement, on va pouvoir gérer des alternatives. Donc là, on était parti du principe que quand on cherchait une télévision, elle existait toujours, mais on pourrait imaginer qu'on veut concevoir qu'est-ce qu'il se passe quand on ne trouve pas la télévision. Et bien là, ce qu'on va avoir, c'est la notion d'alternatif. Donc en code, ça revient à écrire des if, écrire des switch ou lever des exceptions. Et en fait, on va avoir l'idée de dire, ben, j'ai un cas qui est le cas du démarrage, on fait un look for device et puis on le trouve, auquel cas, ben, on le crée et on le renvoie. C'était la situation précédente. Et puis là, ce que je voudrais être capable de faire, c'est caractériser qu'est-ce qui se passe quand je ne le trouve pas. Une première conception, celle qui est représentée ici, c'est de dire, on lève une erreur, unknown device exception, et cette erreur est propagée jusqu'à la plante. Donc l'erreur, elle va remonter. Tu m'as demandé de basculer en mode Netflix, mais je ne trouve pas la télévision. Donc ça ne peut pas fonctionner. On pourrait imaginer une conception alternative qui irait potentiellement chercher une autre télévision qui serait disponible par défaut quelque part. Donc ces alternatives-là nous permettent de représenter ben, ces différents choix. Là, en l'occurrence, si tout se passe bien, le processus continue, et si ça se passe mal, on interrompt complètement la bascule en mode Netflix de notre SAM. On peut aussi gérer des cas optionnels. Alors les cas optionnels, c'est juste une simplification des cas alternatifs. C'est un if pour lequel j'ai pas de else. Par exemple, dans notre cas, on pourrait voir que on a la possibilité pour certaines lumières intelligentes de les relier à une information sonore, pour par exemple faire changer la luminosité en fonction de l'intensité du son. Et bien ça, on peut le faire que si la lumière intelligente qu'on a récupérée, elle possède cette capacité-là. Donc, je vais représenter ça avec un optionnel, qui est le bloc qui est en bas du diagramme, en disant, eh ben, si l'objet S a la notion de en support ambiant, support à la luminosité ambiante, donc si ma smart home sait faire ça, eh bien je vais relier le home cinéma à la lumière. Mais j'ai pas besoin de dire ce qui se passe si c'est pas le cas, parce que je peux rien faire, donc c'est pas la peine de mettre un bloc vide. Et un dernier point qui va être intéressant pour représenter, c'est la notion de boucle. Par exemple, je veux définir une méthode qui dit, ok, bon, on éteint tout dans la maison et puis on va se coucher. Donc, pour faire ça, en fait, mon objet va demander à la smart home, donne-moi tous les périphériques qui sont actifs en ce moment. Et puis, on va fabriquer une boucle en disant, ben, pour tout device parmi les périphériques, envoie-lui le message, éteins-toi. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que ces diagrammes de conception, ils commencent à nous permettre de voir des choses bizarres. Par exemple, si je veux éteindre tous les périphériques de la maison intelligente, pourquoi c'est pas la maison intelligente qui s'en occupe? Pourquoi la maison intelligente, elle n'a pas comme un bouton off qui éteindrait tout? Pourquoi c'est ma responsabilité, en tant qu'utilisateur du domicile intelligent, de lui dire, ok, dans un premier temps, donne-moi
tout ce que tu as à disposition, tous les objets que tu connais qui sont actifs, et puis maintenant, je vais décider de moi les éteindre. C'est bizarre, on pourrait se dire peut-être que le domicile intelligent, là, quand je lui envoie des messages, je lui envoie pas les bons messages. Donc, ça me permet de réaliser que j'ai pas forcément mis les bonnes responsabilités à mon objet Smart Home. Pour terminer cette vidéo, comment on va utiliser PlantUML pour représenter nos diagrammes de séquence? Ben, en fait, comme pour les diagrammes de classe, c'est programmatif. Donc on va pouvoir écrire ça sous la forme de fichier texte. On va commencer par StartUML et puis finir par EndUML. On va pouvoir créer nos participants. Un participant qui n'a pas de nom, qui s'appelle M, et puis un participant qui s'appelle S. Puis on va pouvoir leur envoyer des messages. L'envoi de messages est représenté par une flèche. Donc les messages qui viennent de l'extérieur commencent par un crochet, et puis je vais envoyer à M le message de Netflix and Chill, c'est ce qui se passe là. Et ça va générer cette flèche-là, donc qui vient de l'extérieur et qui envoie à cet objet anonyme mon message. Je vais décider d'activer M, donc de créer cette barre grasse, et puis là je vais pouvoir dire que M envoie un message à S qui s'appelle FindTV. Ça va activer S, et puis S s'envoie un message à lui-même, Look for Device, et puis ainsi de suite. Ceci conclut cette vidéo sur les diagrammes de séquence. On va utiliser assez intensivement les diagrammes de séquence pour montrer des exemples de conception alternative, et ça fait aussi partie des choses qui vont être attendues de vous dans le cadre de ce cours-là. Fabriquer des diagrammes de séquence, c'est une activité qui est longue, et il ne faut pas le sous-estimer. C'est pour ça qu'il faut bien mettre en avant et bien savoir ce que vous voulez mettre en avant dans vos diagrammes de séquence pour bien zoomer sur vos choix de conception. Ceci conclut cette vidéo, la première du second chapitre. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et puis à bientôt.